Bonjour à tous, bienvenue dans SkyTalk, l'émission qui donne la parole aux innovateurs, aux builders, aux utilisateurs du Web3 et de la technologie blockchain. SkyTalk vous est proposé par SkyWallet, une entreprise qui aide les commerçants, les entrepreneurs, les entreprises à adopter Bitcoin et les crypto-monnaies comme moyen de paiement. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Camille Dalponte, qui a fondé Logic Design et qui aujourd'hui va nous parler de régulation de Web3 et un peu de Mika. Donc, sans plus attendre, je vais entrer Camille dans le studio. Du coup, moi, pour me présenter, je m'appelle Camille Dalponte. Donc, à la base, je suis juriste. C'était pas inné chez moi parce que je me suis plutôt orientée depuis le lycée sur des carrières scientifiques. Je suis même allée passer le concours de médecine tellement j'avais envie de sciences. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout pour moi et j'ai décidé de switcher. Et je me suis demandé ce que j'avais envie de faire dans la vie et j'avais plutôt envie d'être potentiellement entrepreneur et d'accompagner des gens, on va dire, de manière générale. Et je trouvais que le domaine qui s'y prêtait le plus, c'était le droit, même si c'était pas forcément un truc qu'on avait envie de choisir dès le départ. On a tous eu deux catégories d'amis, ceux qui veulent à tout prix être avocat, puis ceux qui veulent à tout prix éviter la fac de droit. Donc clairement, j'étais un peu entre les deux, je savais pas exactement ce que je voulais faire, mais je me suis dit, on fonce, on a fait le pire avec la médecine, donc peu importe ce qu'il arrivera derrière, je serai forcément au taquet. Je viens de passer un concours, donc let's go. Et du coup, pour moi, ça a été une vraie découverte. Alors, j'ai fait 3 ans d'une licence générale, on appelle ça, où on voit différentes matières, donc un peu du droit administratif, du droit privé, on commence à toucher un peu au contrat, etc. Et bah ouais, ça me plaisait finalement pas trop mal. Et ce qui m'intéressait, c'était surtout le droit international et européen. D'accord. Et c'est là où j'en suis venue à me spécialiser sur tout ce qui était des questions business international et surtout sur l'Union européenne. J'ai passé un master en droit de l'Union européenne. C'était vraiment mes meilleures années. J'ai adoré ça, même si tout le monde trouve ça horrible. C'était hyper instructif en fait, et c'était top en fait parce que c'est le droit européen, c'est quelque chose qui compose nos vies et en fait on nous Oui. l'apprend pas et on nous en parle pas. Donc pour moi ça a été une vraie découverte d'une partie de notre société et je me suis dit ça c'est vraiment cool. Et pendant que je faisais du coup mes fins d'études et en master 2, j'ai décidé de m'intéresser à tout ce qui était droit du numérique parce que dans ma famille on adore ça, le numérique. Mon frère est développeur, mon père est RSSI, bref, on a un Ah, peu ok. dedans à la base. Et moi, ça me bottait bien d'aller sur ce nouveau droit parce qu'il y a encore pas grand-chose et il y a beaucoup de choses en construction, même si on a déjà un socle qui s'est déjà bien bâti. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans tout ce qui est cryptoactif parce que je trouve ça super intéressant. Le droit bancaire et financier, ça me plaisait. Tout ce qui était innovation, ça me plaisait. En stage, j'avais travaillé dans des laboratoires de recherche, ça me plaisait. Je me suis dit, let's go, c'est un match, on y va à fond. Ah, ok. Et T'as du pas coup, choisi le plus facile. voilà. Et du coup, quand j'ai terminé mes études, petit problème, c'est qu'on était en fin de Covid. Et du coup, tout était fermé en France. Et donc, pour trouver un stage dans la blockchain en France, je me suis dit, ça va être un peu compliqué. Du coup, je suis allée en Suisse parce que mes beaux-parents habitent vers Genève. Du coup, j'ai eu la chance de pouvoir avoir un pied-à-terre là-bas et j'ai cherché du travail en Suisse. J'ai trouvé d'abord dans une boîte de consulting qui apportait vraiment un accompagnement 360 à tout ce qui était projet Web3. Donc, ça allait du marketing au légal à la levée de fonds. Donc, c'était vraiment une espèce de boîte à outils géante avec différents experts. Donc, c'est là que j'ai commencé. Et après, j'ai travaillé pendant 7 mois au département FinTech d'un cabinet d'avocats en Suisse sur beaucoup de projets différents où là, j'ai appris tellement de choses que je pense que j'ai dû mettre 1 an à processer tout ce que j'ai appris parce que entre ce que je pensais savoir, ce que j'ai découvert, le fait qu'on soit en droit suisse, en droit international, en droit européen, le fait que les projets ils soient décentralisés, le fait qu'il y ait une partie innovation dedans, qu'il y ait aussi toute cette partie propriété Ah ouais. intellectuelle, c'était énorme. T'avais un Sans bon compter terreau pour apprendre beaucoup de choses Ouais, là d'un sans coup. compter qu'on touchait aussi à tout ce qui était structuration d'entreprise, levée de fonds, donc vraiment un volet hyper large de différentes choses qu'il a fallu, comme vous avec les cours de droit, process, digérer, Ouais. intégrer, conceptualiser et m'imaginer réutiliser après. Donc c'était un sacré challenge. Mon parcours, du coup, au cabinet d'avocat, c'est un peu arrêté sur un consentement mutuel, on va dire, dans le sens où moi, j'ai une âme d'entrepreneur et j'ai beaucoup d'énergie à revendre. Et le cabinet d'avocat, c'est plutôt quelque chose de posé, où on a une hiérarchie, et cetera. Et donc, c'est vrai que ma manière d'être me
me permettait pas forcément de rester en cabinet d'avocat et me donnait pas forcément envie aussi de rester au cabinet d'avocat. À partir de là, je me suis dit qu'il y avait forcément un besoin parce que j'avais remarqué en discutant avec différents projets et avec les avocats qu'il y a quand même une incompréhension entre le client final du droit et la personne qui dit le droit et que souvent c'était compliqué pour les projets de comprendre ce qu'on disait, comme nous, c'était parfois compliqué de comprendre où ils voulaient en venir juridiquement. Et pour y remédier, bah, il y a qu'une chose qui fonctionne, c'est l'éducation, c'est la vulgarisation, c'est la démocratisation. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de créer Logic Design, qui est pas normalement spécialisé dans tout ce qui est Web3, et cetera. C'est beaucoup plus large. C'est une entreprise qui vise à simplifier le droit dans différents domaines, donc à faire des contenus, ben, que tu as pu tester du coup, des Ouais, schémas, de la vidéo, des quiz, des trucs un peu plus, un peu différents, on va dire, de ce qui se fait traditionnellement en droit pour que, ben, les personnes qui ne s'y connaissent pas trop, n'ont pas d'affinité avec le sujet, voire ont des handicaps de lecture, par exemple, sont dyslexiques, et cetera, ben, ouais, puissent lire, comprendre et accepter le droit, on va dire, et l'utiliser ensuite parce que pour mobiliser ses droits et pour avoir accès à la justice, bah, faut déjà les connaître, faut déjà tout savoir à où sont fait, les ouais. limites. Il y en a beaucoup. Donc voilà pourquoi j'ai créé Logic. Et du coup, via Logic, j'interviens dans différents types de partenariats et notamment avec Alira, où j'aide à simplifier toute la partie juridique et à enseigner différemment le droit. Donc voilà Bah, pour faire court ma présentation présentation. générale. Il y a énormément de choses là, et puis bah, je peux en témoigner que l'approche au niveau des cours avec les schémas en fait que tu donnes, par exemple en fait pour qualifier un token, en fait on a du coup on se retrouve avec un arbre de décision, ça permet de simplifier. Pour un porteur de projet c'est royal parce que bah, ça permet pas de se passer en fait d'un avocat, mais au moins d'être capable de bien comprendre en fait où on se situe à peu près et de pouvoir aussi Exactement. mieux expliquer sa vision, en fait, comme tu le disais, à, bah, quelqu'un qui va pouvoir la retranscrire, en fait, dans le droit, C'est avec le ça. langage En du fait, droit, quoi. on essaye de réconcilier un peu, on va dire les professionnels du droit avec, bah, les personnes qui doivent solliciter les professionnels. Parce que c'est vrai qu'il faut que, bah, comme tous les autres corps de métier, il faut voir une plus-value, en fait, à notre métier, on va dire. C'est ça. Et la plus-value qu'il y a actuellement à donner avec notre métier, c'est pas l'information en elle-même, parce que alors avec une IA, avec internet, on peut trouver toutes les informations dont on a besoin sans forcément passer par un avocat. C'est vraiment Ouais, la partie traitement et restitution de l'information. c'est C'est ça. vraiment ça sur quoi faut insister et c'est ce pourquoi on milite en tout cas, chez Alira, chez Logic, pour que, ben, justement les porteurs de projets comme toi, ben, ils aient plus confiance en eux pour monter leurs projets, qu'ils savent, de quoi ils parlent, avec qui et on dit avec les avocats, mais ça marche aussi avec la BPI, avec French Tech. Au mieux vous arrivez à expliquer vos projets, bah, au plus derrière, il y a de personnes qui, sont OK pour, potentiellement aller avec vous, quoi. C'est ça. Et puis pour surtout même pour nous-mêmes nous rassurer dans ce qu'on fait Ouais, et de où on met les pieds, parce que c'est ça, voilà, c'est sûr que c'est de se ça. dire est-ce que Le mon but projet il est, ouais, les Ouais, border ou le est-ce but, que je suis dans la c'est légalité. clairement de pas faire de vous des juristes ou quoi que ce soit, Mm, sinon vous seriez en master de droit. Mais par c'est contre, clair. transmettre sa connaissance et au moins donner une idée du contexte dans lequel on avance, bah, c'est hyper Exactement. important et c'est un premier truc déjà qu'on peut faire, bah, en tant que juriste, avocat, même si c'est pas encore hyper démocratisé. C'est des choses qui, aux États-Unis, sont développées depuis une vingtaine d'années, par exemple. Donc, Ouais. clairement, c'est des choses, sur lesquelles on doit réfléchir en France, en tout cas, actuellement. Et bah, moi, dans ton parcours, tu as parlé du fait que tu as enfin, tu étudié le droit européen et que ça t'avait plu. Ouais, Bah, j'ai des questions par rapport à ça. C'est que, on va dire, vu du commun de mortel, en fait, c'est compliqué, on n'y comprend rien. Il y a plusieurs ouais, couches. Il y a, bah, il y a il y a, enfin, il y a plusieurs organismes en fait européens. On ne sait pas lesquels en fait légifèrent. J'ai l'impression, en tout cas vu de loin, qu'il y en a qui sont là pour proposer en fait des c'est lois, ça. d'autres qui les adoptent. En plus, il faut les décliner au niveau des États. Donc C'est des fois, ça. ça peut paraître un peu compliqué mais qui Alors finalement en fait c'est décide là-dedans. une énorme machine juridique. Alors, faut savoir qu'on a différents types d'États. Donc on a, des États qui, comme la France, sont plutôt des États centralisés, donc qui Mmh. travaillent avec des régions, mais l'administration, elle se fait à un seul et même endroit. Donc nous, c'est majoritairement à Paris, même s'il y a une Ouais. petite délégation qui est faite au niveau des régions. Voilà, on n'est pas non plus dans de l'intégration, C'est folle. ouais. Ensuite, on a des pays qui sont complètement constitués différemment.
comme par exemple l'Allemagne qui est constituée sous forme fédérale et donc là, Oui, on a une autonomie vraiment au niveau régional pour décider, à un certain niveau, par exemple économique, social, de normes, bah, qui seraient plus adaptées. Donc oui, ça, c'est les 2 différents types d'États. Après au-dessus, tout au-dessus, on a les organisations internationales qui sont créées par les États et qui chapeautent un petit peu, le monde pour voir, où est-ce qu'on peut intervenir sur différentes choses. Et au oui, milieu, il y a l'Union européenne qui est unique en son genre, jamais qu'on n'avait vraiment jamais vu avant et qui, bah, maintenant, devient une organisation, reconnue. Mais c'est vrai que c'est pour faire simple, c'est comme un État fédéral. C'est comme si oui, chacune, de nos États membres était en fait une petite région type un État des États-Unis. aux Sauf États-Unis, que OK. les États-Unis, au contraire de l'Europe, elles ont donné toutes leurs compétences, on va dire, d'État aux États-Unis et donc c'est un seul et même bloc. Alors que Oui, nous, c'est pas le cas et c'est pour ça que c'est compliqué. C'est parce que chaque État a décidé de participer au marché européen et de déléguer certaines choses, mais il y a certaines autres choses qui relèvent toujours des États et donc on dit qu'on a une demi-intégration puisqu'on n'est pas vraiment intégré au sens d'un État fédéral comme on pourrait l'être avec différents États qui coopéraient ensemble, mais d'une manière une. oui. Ici, c'est pas d'une manière une, c'est à 27. Donc C'est un peu forcément hybride, en fait, entre les États-Unis. voilà, C'est comme c'est parce qu'aux exactement ça. États-Unis, par exemple, ils ont un seul président. Il y a l'État C'est fédéral, en ça. fait, qui a quand même beaucoup de pouvoir, alors que c'est pas le cas C'est en ça. Europe, quoi. Alors que nous, l'Union européenne, elle a certes une compétence, elle joue sur beaucoup de panneaux de notre vie, mais ce qu'il Mhm. faut savoir, c'est que sur les compétences les plus importantes des États, c'est-à-dire la défense notamment, on voit bien qu'on n'a pas d'armée européenne, hein, ça pose problème. Le Oui, contrôle des frontières, on voit bien qu'on n'a pas de frontières européennes, sinon on ne serait pas en train de se renvoyer, entre nous, voilà, dans des ouais, situations compliquées. Et on voit bien aussi qu'au niveau des taxes, on a une harmonisation globale qui est faite. On voit bien que l'impôt, dans chaque pays est différent. c'est Donc on voit différent, bien ouais. que tous ces éléments-là, c'est les États qui les gèrent. Donc par exemple, c'est la France qui va gérer ça et elle va Oui, rien laisser l'Union européenne décider. Donc c'est moitié-moitié, ça dépend d'où on se situe. Le but de l'Union européenne, c'était de faire un gros marché sur lequel au lieu d'être, tous, 6 000 000 plus 60 millions, plus 45, plus et cetera, on oui, soit à 440 millions d'un coup et que ça aide tous les entrepreneurs et qu'on puisse, en gros, être compétitif par rapport à d'autres organisations étatiques, type oui. les États-Unis, un énorme État fédéral, ou la Chine, qui par exemple est une dictature qui s'étend sur une grosse Un région. grand territoire, ouais. Voilà, Donc finalement, eux, c'est, on va dire, c'est implicite chez eux l'État fédéral, parce que au final, c'est un territoire qui est tellement immense que c'est ça. on peut le comparer à un continent même dans certains cas. Donc, on parlait De l'Union l'Union européenne de et l'Union de que c'était européenne. complexe. C'est très très complexe. Mais Mais en tout c'est cas, hybride, effectivement, comme tu l'as souligné. C'est une ouais, organisation internationale parce qu'il y a plusieurs États qui sont dedans, même s'il y a pas tous les États du monde. C'est plutôt régional, c'est plutôt localisé et la ouais, manière de fonctionner est plutôt hybride et comme tu l'as souligné aussi, on a des instances différentes qui créent et qui collaborent, au niveau des lois. Donc on a la Commission européenne qui va proposer des lois et on a, tout un travail qui se fait avec, le Conseil de l'Union européenne qui sont en fait tous nos ministres qui sont représentés, nos premiers ministres, mhm. avec le Parlement européen qui sont les parlementaires européens, bah, qu'on élit. C'est pour ça que c'est Bon, important qu'il faut élire ces parlementaires européens parce que du européen. coup ils Bah oui, oui, parce qu'en fait, on a les parlementaires, en fait, du coup, au niveau législatif, bah, on a nos parlementaires locaux, en à fait, les nous, députés voilà, qu'on connaît. On a les parlementaires, en fait, qu'on élit aussi pour aller dans une espèce d'assemblée nationale européenne. Donc, c'est exactement. vrai que pour le commun d'un mortel, à un moment donné, on ne suit pas trop, en fait, mais qui En décide fait, de ce qu'il quoi au faut se niveau dire, des lois. c'est qu'il y a une sorte de doublon qui est fait, c'est-à-dire qu'un Oui, État, il a différentes compétences. Une partie de ses compétences, ben, il les garde pour lui et donc il va oui, légiférer sur différents sujets et cetera au niveau national. Une partie des compétences, il va les donner à l'Union européenne qui va oui, s'occuper de réfléchir à 27 pour favoriser notamment l'économie, et différentes choses et en fait, on a un doublon d'instances parce qu'en fait, on a 2 procédures législatives différentes oui, qui peuvent se faire et effectivement, après, on a des liens en fonction du texte qui est passé au niveau de l'Union européenne et on a aussi des mécanismes au cas où un texte, dans un État comme la France serait contraire au droit européen. d'accord. Donc c'est toute une Parce organisation.
C'est vrai parce que du coup, quand le texte il est voté niveau européen, il y a aussi sa mise en application en fait niveau C'est ça. local qui va dépendre aussi en fait du contexte du pays, donc d'un pays à un autre. Alors, Oui. tout dépend. On a différents types. Alors, on va simplifier un peu les choses au niveau de l'Union européenne. On va dire qu'on a 2 types, de grands règlements ou de lois, on va dire, qui peuvent, de textes de droit qui peuvent être passés. D'un côté, on a les directives et d'un autre côté, on a les règlements. Ça, on en entend D'accord. souvent parler et on voit pas tellement c'est la différence entre les 2. Ouais. La directive, c'est en fait un texte qui est normalement, hein, dirigé envers les États et c'est les États qui ont des missions via ce texte. Les D'accord. missions, ce sera de mettre en place dans leur pays une loi qui respecte les principes qui sont donnés. Et quand c'est D'accord. un règlement, c'est application telle quelle. Tel C'est-à-dire, par quel. exemple, Ok. MICA, c'est un règlement, donc ça s'applique pour tout le monde. Ouais, Pourquoi juste. est-ce qu'il y a une différence? Pourquoi est-ce qu'il y a une différence? Bah, comme tu l'as souligné, c'est qu'il y a 27 cultures différentes et il y a des fois où, on a besoin d'une harmonisation totale, notamment sur les questions économiques, parce qu'il faut que tout le monde fonctionne, pareil sur le marché, histoire qu'il soit sain et ensuite on a d'autres types de questions qui ont des grosses implications culturelles, par exemple, ou qui dépendent des autres pays et où on n'a pas forcément besoin de tous se mettre d'accord sur les mêmes critères. Dans ce cas-là, on fixe des bases et après, c'est aux États de mettre en place des lois spécifiques pour leur pays, ce qui veut dire qu'on peut avoir, parfois, quand on a des directives, des lois dans les pays qui soient mises en place et qui ne soient pas exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'on peut avoir des critères qui varient. Alors que, par Ok. exemple, MICA, d'un État à un autre, ce sera C'est la censé même être la chose. même chose. Oui, justement, Voilà. j'allais venir à Mika parce qu'effectivement, nous, on discute dans le domaine en fait numérique, mais précisément dans le domaine du Web3 et de la blockchain. D'ailleurs, petite parenthèse, en fait, j'ai adoré une partie du cours en DeFi parce que j'ai fait la partie consulting et j'ai fait aussi OK. DeFi sur quand tu expliquais le panel en fait de réglementation qu'un un projet en fait doit respecter. Donc il y a le RGBT, il y a Dora aussi qui est là, plus Mika. Mmh. Donc le fait d'avoir cette mosaïque en fait, enfin ce panel en fait de réglementation, j'ai trouvé ça super intéressant Surtout en que fait. c'est simplifié, hein, j'ai pas tout mis, hein, mais au moins comme ça, il y a les bases. C'est ça. Mais moi, j'avais déjà vu ça parce qu'avant, je travaillais chez IBM et OK. notamment avec des collègues qui sont sur la GRC. Et puis, du coup, à un moment donné, on s'était donné un petit exercice comme ça de lister en fait tout ce qu'il y a à Mmh. respecter. Mais effectivement, il y en a beaucoup parce qu'il y a même Secnum Cloud en fait à respecter aussi pour ceux qui sont dans le cloud. Et puis, quand on touche à des paiements, bah, faut être PCI DSS aussi. Donc, C'est toute une histoire, c'est toute une affaire. Il y a beaucoup de différences, en fonction de l'activité qu'on fait. Alors le but, des régulations, au niveau du numérique, c'est de respecter 2 principes. Le premier principe, c'est celui de la neutralité technologique, c'est-à-dire que quand on propose un service, il faut qu'on puisse y avoir accès, que ce soit de manière numérique ou de manière physique, dans les mêmes situations quoi, sans situation, ouais. contrainte particulière, voilà. Et d'un autre côté, il faut respecter le same risk, same rules. Donc, quand on a les mêmes risques, on a les mêmes règles qui s'appliquent et pour les mêmes activités. Et donc, du coup, ces 2 mécanismes, ils nous ont permis, dans un premier temps, de pouvoir faire des assimilations entre des régimes juridiques. Donc, par exemple, pour les prestataires de paiement, il y a une partie des réglementations applicables qui sont des réglementations générales. Et Oui. après, ben, là où c'était pas possible de trouver, un équivalent ou alors quelque chose qui, permettrait d'avoir une neutralité technologique, alors on intervient pour créer des réglementations qui vont préciser certains points et après, ben, en fonction du point qu'on précise, hein, c'est très, très technique et un peu moins Ouais. technique, très spécifique et voilà et cetera et cetera. Mais quand tu dis général, c'est général à la branche, par exemple, en fait, si Par on dit exemple, ça un peut être prestataire. à la branche ou à la ou Mm. par exemple, si on a une activité numérique, on a des réglementations numériques générales qui Ok. s'appliquent. Typiquement, le règlement général sur la protection des données Des personnelles. données, bah, Ça a voilà, c'est ça, carrément la été noté dans RGPD, son nom, comme ça, on est c'est sûr de pas le rater. c'est clair qui s'applique à tout le monde. Dès qu'on on propose un service informatique, on est touché, quoi. Voilà. Et j'aimerais qu'on parle de Mika, parce Ouais, qu'effectivement, on peut pas parler de, de Web3, de régulation sans parler de Mika. ouais.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la genèse en fait de Mika et aujourd'hui en fait comment ça va se substituer, en fait un peu la chronologie de comment c'est arrivé et puis comment ça Ouais, va se substituer en fait à ce qui existait avant comme le Psan par OK. exemple. Alors comment c'est arrivé Maïka? Faut savoir que c'est pas arrivé comme un cheveu sur la soupe, comme beaucoup le pensent sur LinkedIn de manière très réacte, depuis quelque temps, pour un peu faire du buzz et de l'algorithme. C'est un peu comme les posts IA, hein, ça fuse. Ouais, c'est Mais ça. non, Maïka, c'est un très, très long travail, qui a démarré il y a assez longtemps, qui a démarré même avant le covid. Mm, En fait, si vous voulez, à partir du moment où tout ce qui touchait à la cryptoactif et au blockchain a commencé à prendre de la valeur sur le marché, avait un potentiel d'investissement, mm, les organisations internationales qui, je le rappelle parce qu'on l'a dit tout à l'heure, sont en fait des organisations qui sont fondées par les États pour réfléchir sur des thématiques, grosso modo, et donner des rapports qui nous permettent de nous guider tous ensemble dans comment avancer dans cette société. ouais. Donc, l'idée, c'est qu'on a eu des rapports, qui ont été commandés auprès des organisations internationales pour surveiller, Mm, les développements par rapport au numérique et notamment à la blockchain, aux cryptoactifs. Pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est que les États, en ce moment, cherchent à avoir une, souveraineté numérique, c'est-à-dire être en plein contrôle de leurs données sur leur territoire. Ça, ok. ça suppose d'avoir des réglementations, parce que si on n'a pas Mm, de réglementation, les données, elles peuvent fuiter et on n'a pas de mécanisme juridique pour protéger ces données. Donc à partir de là, on a commencé à réfléchir, notamment sous l'angle, de la donnée et de la valeur de marché financière, on va dire, du ouais. potentiel des cryptoactifs et des blockchains au niveau de l'OCDE, au niveau du GAFAM. En gros, on s'est concentré sur, il y a de l'argent qui passe sur un secteur, ce Mm, secteur n'est pas régulé, c'est un axe de blanchiment, au niveau, du financement du terrorisme et du blanchiment d'argent. mm. Donc il faut commencer à réfléchir à comment inclure, cet aspect, on va dire, financier. Donc c'est D'accord. là qu'on a eu tous les premiers rapports qui ont été faits sur la fintech, donc ça date 2018-2019 et où Ouais, on a eu les ça premières fait un petit discussions. moment quand même. Ouais, et où on a eu les premières vraies discussions au niveau de l'Union européenne sur MiCA, où on a commencé à réfléchir au texte de MiCA et cetera. Faut savoir que Mm, si le texte, il a été proposé en 2019, ça veut dire qu'on y travaille depuis déjà plusieurs années. ouais. Donc c'est-à-dire que déjà, il y avait des travaux dans l'Union européenne depuis un certain temps, depuis qu'on a fait les packages, avec nos grandes politiques de numérique qui visent tout simplement à donner une souveraineté numérique à l'Union européenne pour protéger celle des États membres en même temps, Mm, histoire d'être, puissant face, encore une fois, hein, à des acteurs qui sont énormes comme les États-Unis. Donc ouais. à partir de ce moment-là, proposition de MICA. 2019, je crois, il me semble que c'est octobre 2019 et à partir de là, on a, le covid qui arrive et donc la navette autour de MICA, donc la navette Ouais. législative, donc avec la Commission européenne, le parlement et cetera qui se stoppe parce que urgence générale, faut gérer d'autres choses sur le marché, Ouais. c'est-à-dire tous les États qui donnent des subventions. Parce qu'en fait, il faut savoir que le subventionnement dans l'Union européenne, c'est très, très, régulé parce qu'il ne faut D'accord. pas, qu'un État avantage plus ses entreprises par rapport à un autre État. Le but, c'est de collaborer. C'est pas d'être l'endroit où tout le monde a envie de s'installer au détriment des autres États. Ouais, qui font du Donc, dumping social ou ce genre de choses. voilà. Donc le but, ça a été surtout de réguler toutes ces différentes, on va dire tous ces différents, transferts d'argent, aides qui ont Mmh, été donnés pendant le covid. Donc la Commission européenne, elle s'est surtout concentrée sur comment est-ce qu'on «sauve» entre guillemets le marché, comment est-ce qu'on fait en sorte que ça continue alors que tout est à l'arrêt. Et ouais, par la suite, quand enfin on a pu, reprendre les activités, le texte de MICA a été adopté quasiment dans la foulée. Ce qui veut bien dire que même pendant le covid, finalement, il y a eu quand même un certain lobby qui a été fait et il y a eu, beaucoup de réflexions qui ont été faites sur, MICA. À la fin, les derniers travaux en sortie de covid jusqu'à, on va dire, l'adoption et l'entrée en vigueur, ça a été surtout de faire de légères modifications finalement. Ça a été par exemple de vérifier qu'il y ait certains termes qui soient bien conformes au RGPD, de vérifier qu'il OK. y a certaines procédures qui étaient bien en adéquation avec d'autres procédures, Mmh, d'être sûr qu'il y ait, par exemple, le NFT qui soit bien écarté de MyCap parce que du coup ça concerne que des jetons fongibles. Donc toutes des petites modifications qui ont permis de préciser, on va dire, le champ mmh, d'application et la totalité de MyCa et ensuite, enfin, il est, entré en vigueur, ce qui ne veut pas dire en application. ouais. Donc il est entré il est entré en vigueur et ensuite on a eu une phase, transitoire d'application, donc c'est-à-dire qu'il y a un premier bloc qui s'est appliqué, suivi d'un second bloc Le premier et bloc, c'était les maintenant stablecoins, il me semble, au début. exactement. Ouais, Pourquoi? mmh, Pour des questions de souveraineté encore des États, parce qu'il faut ouais, savoir que battre monnaie, c'est une prérogative des États. ouais, C'est, un des pouvoirs, on va dire, que a un État
et une organisation étatique et donc faire des stablecoins, c'était quand même faire des monnaies, concurrentielles à des monnaies légales. Donc il fallait au moins un cadre pour ça assez urgent, pour pas qu'il y Mmh. ait, on va dire de catastrophe, même si, Ouais, dans une dérive. l'immédiat, voilà, pas qu'il y ait de dérive dans un premier temps et parce qu'il fallait surtout bien surveiller puisqu'en fait, comment dire? Faire des stablecoins, enfin, émettre des stablecoins, finalement, c'est émettre de la monnaie potentielle et cette monnaie potentielle qu'on émet normalement, on la contrôle Mmh. via l'inflation et là, on voit bien que si tout le monde commence à émettre des stablecoins, que tout le monde commence à utiliser des stablecoins, ben, nous, enfin, au niveau des institutions, on contrôle plus l'inflation, c'est-à-dire qu'on n'est plus en mesure aussi d'aider les foyers et de gérer un peu les différents flux financiers au moment où il y a des crises, au moment où il y a des potentielles conséquences géopolitiques néfastes comme, il y a la guerre en Ukraine et cetera. Ukraine, tout ça, Ça ouais. peut jouer sur les marchés donc forcément, voilà, il y a eu tout ça, qui s'est mis en place. Mais du coup, ça me fait penser parce que dans la logique du stablecoin, c'est qu'il soit backé en fait, toujours par, on va dire une monnaie, fiduciaire. Donc, pour un USDC, il y a toujours un dollar qui est censé être quelque part dans une banque. Donc, au final, hem, je me dire comment on peut avoir en fait une inflation non contrôlée avec un stablecoin, sachant qu'en réalité, il doit toujours avoir cette parité de 1 pour 1 avec un dollar en fait, quelque part. Eh ben, parce que c'est en théorie et parce qu'on a distingué 2 types de stablecoins, justement, les Ouais, stablecoins qui sont sur la monnaie légale et que du coup on a assimilé directement à des euros de la monnaie électronique, donc ça, il y a pas ouais, de souci, c'est réglé. Mais en fait, ce mmh, qui a posé problème, c'était les stablecoins qui étaient adossés sur autre chose, on va dire, de manière d'accord. générale, dans la mesure où notamment on a eu, ben, des stablecoins qui ont perdu en valeur parce qu'ils étaient adossés sur des mécanismes bizarres dans des Ouais, tokenomics de projets et algorithmique, cetera mmh, et en fait, on voit bien qu'au final, il y avait pas les garanties nécessaires. Par exemple, on avait des fois des valeurs de tokens qui étaient, un peu gonflées et qui, en un coup de vent sur le marché, ont tremblé ouais, et aussi on a beaucoup de projets, au niveau des stablecoins qui n'étaient pas en mesure de faire justement le 1 pour 1 et qui gardaient pas en ouais, garantie. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui prenaient l'argent, qui la réinvestissaient et en fait derrière, il y avait pas de réserve qui était constituée, d'où les d'accord. différentes réserves qu'on a vues aussi. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de projets il y a beaucoup de projets qui ont mal organisé leur tokenomics, qui se sont OK. basés sur d'autres projets qui eux-mêmes n'avaient pas de tokenomics solide. En fait, en Ah oui. adossant des stablecoins sur d'autres coins qui venaient d'autres, projets qu'on n'a pas bien Ouais, sourcés, pas bien vérifiés. Voilà, à l'époque, en tout cas, où on a commencé à imaginer le régime sur les stablecoins, il faut bien se dire qu'il y avait aucun régime. C'est-à-dire qu'on voyait du OK. tout et n'importe quoi. Et n'importe Donc quoi. ça aurait pu, être qu'un investisseur, venait enfin qu'un porteur de projet venait vendre, le prochain, stablecoin révolutionnaire avec, telle et telle entreprise, survendait un peu le stablecoin. Il y a un petit engouement, en fait, le projet, tombe à l'eau au bout de X temps, soit parce qu'un des stablecoins un des tokens sur lesquels il était adossé était genre un Ouais, on scam, a un donc château de forcément, cartes, donc une fois que voilà. tu enlèves une carte, il y a tout qui s'écroule. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a mis en place, ces 2 différents régimes. Mmh, Donc le premier qui est plutôt sur, la monnaie électronique qui lui vise vraiment un peu à protéger, la souveraineté monétaire des États, puis à faire OK, en sorte que les stablecoins, les plus sérieux soient adossés sur de la monnaie légale et donc qu'il y ait un petit contrôle indirect, quand même qui se fasse au niveau des flux financiers sur le marché et OK, l'autre, c'est vraiment de sécuriser en gros le basket de stablecoins et OK, de faire en sorte qu'ils mettent des réserves en place, réserves qui sont essentielles parce que c'est des réserves qu'on demande aussi à des établissements bancaires qui gardent vos sous. Donc, c'est oui, normal que quand on a un stablecoin qui est censé valoir 1 pour 1 ou qui est censé valoir une certaine somme d'argent fixe, on ait également la possibilité, de pouvoir le rééchanger puisque le but quand on investit dans un stablecoin, c'est pas un investissement. On n'attend pas que notre stablecoin il grossisse. On non. investit sur le stablecoin comme monnaie utile. Imaginez un matin, Mmh. vous vous réveillez, votre 1 € vaut 10 centimes, c'est pas possible. C'est Donc pour possible. ça, il fallait des réserves. Il fallait un cadre légal qui soit, relativement stable, pour, ce type, de cryptoactifs en tout cas.
En tout cas, c'est très clair. Donc, effectivement, la première partie de Mika, c'était les stablecoins. Ouais, Et ensuite, on a eu les plateformes aussi en elles-mêmes qui sont arrivées parce que de ce qu'on a pu voir, c'est qu'effectivement, à un moment donné, on parlait beaucoup du fait que bah, typiquement l'USDT n'était plus conforme à Mika, donc il n'allait plus pouvoir rester longtemps. Et puis il y a une deuxième phase en fait sur la plateforme en fait d'exchange en elle-même qui devait accueillir des jetons qui eux-mêmes respectent Mika en fait c'est pour ça. être compliance. Ouais. C'est ça et depuis, on a eu un gros delisting, par exemple, de Binance, parce que moi, je suis un Ouais, peu sur ouais. Binance. Alors non pas que j'ai investi des milliers et des cents, mais je suis Ouais. un peu ce qui se passe et j'ai au moins ça et effectivement, il y a eu enfin, moi, j'ai été notifiée d'un gros delisting, de Ouais. stablecoins, à cause d'une non-conformité à MiCA. Donc ça veut pas dire que tous les stablecoins, ont vocation à disparaître des plateformes. Ça veut juste dire que les stablecoins, grosso modo, c'est les stablecoins qui sont déjà régulés sur des gros marchés à l'étranger, verront pas, en tout cas pour les projets, verront pas l'utilité de réinvestir sur le marché européen pour avoir une licence, une C'est structure, ça. pour vendre sur nous, quoi. Mm. Et donc, si en effet, quand on fait ces petits calculs, on a meilleur temps de pas s'installer au niveau de l'Union européenne, bah, en général, on fait délister son token et puis on le propose ailleurs, Ailleurs, dans ouais. un ouais, ailleurs. Donc, en général, dans le régime, enfin, dans le régime juridique où est installée son entreprise, parce qu'il y a de plus en plus quand même de régulation crypto maintenant. C'est Oui. de plus en plus difficile de faire des échanges si on n'a pas de réglementation et de suivi des transactions, d'analyse transactionnelle, et cetera. Mm. Donc c'est vrai qu'en général, typiquement les genres de projets qui sont délistés, c'est les genres de projets qui ont assez du marché américain, par exemple, et qui C'est ça. décident de se concentrer sur, le marché américain parce qu'ils ont assez Mm. à faire et ils se rendent compte que voilà, ça vaut pas forcément le coup de venir en Europe. Ce qui Mm. est, mauvais d'un côté, mais d'un autre côté, c'est super bien parce que personne voit le bon côté des choses, mais il faut voir le verre à moitié plein. Ça veut dire qu'il y a aussi plein, d'acteurs de stablecoins américains qui laissent leur place au niveau européen à des projets de C'est ce que stablecoins j'allais dire. européens et ça Mm. veut donc dire aussi que ces projets, s'ils s'organisent bien, s'ils sont en bon contact, avec les autorités, s'ils profitent de tout ce qui est mis en place pour pouvoir être accompagnés et développer leurs projets, ben, ils ont des possibilités sérieuses, de s'installer sur le marché, européen, à moyen long terme, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, ça laisse aussi une chance aux entreprises européennes elles-mêmes Ouais, aussi de c'est ça. pouvoir se développer, même si on entend beaucoup d'entre elles se plaindre en fait de cette réglementation parce que ça engendre Bah, quand c'est même un coût, des coûts, c'est un coût. beaucoup de coûts, beaucoup de coûts, que ce soit financiers mais humains aussi parce que les gens, voilà, ça leur cause beaucoup de travail. J'imagine bien les head of compliance en fait de toutes les entreprises crypto en fait qui doivent dormir peu. Ça Mais va, faut pas s'imaginer ça. Ils ont quand même des bonnes équipes, ils ont des cabinets d'avocats, en général plusieurs, donc ça va. ils sont bien entourés. Voilà, ils sont bien entourés. Non, non, ils sont bien entourés, c'est plutôt pour, les petites TPE, PME qui veulent faire de la gestion de Ouais. patrimoine crypto que c'est compliqué. Ah oui, c'est Donc compliqué. heu J'imagine donc bien. clairement, ouais, là, on a un premier point de friction comme on entend souvent sur le débat public, à savoir est-ce Mm, qu'on innove vraiment en régulant? Parce qu'on se rend compte qu'il y a c'est beaucoup de ça. petites entreprises qui potentiellement ne peuvent pas Mm, suivre. Donc tout est maintenant qu'on a MiCA, que MiCA est en place, qu'on a des processus juridiques, va falloir attendre parce que, pour voir un peu les bénéfices d'une loi, bah, c'est pas des chiffres officiels, hein, mais je pense qu'il ouais, faut bien 1 à 3 ans de mise en pratique pour commencer à voir vraiment les premiers mécanismes juridiques et comment ça fonctionne et est-ce qu'il y a des points de friction, pas de points de friction? Est-ce que les ouais, procédures, ça fonctionne? Est-ce qu'on a les premiers contentieux qui arrivent? Est-ce qu'il y a les premiers juges qui se prononcent? Enfin bref, voilà, il faut ouais. du temps quand même pour que Parce ça arrive. que, ouais. Mm, mm, Et d'un autre côté, ben, il faut voir aussi si effectivement plus d'entreprises se créent dans la crypto parce qu'on a justement un marché européen florissant, mais pour voir s'il y a plus de marchés, on va mm. dire, crypto, là, faut attendre plutôt 5 à 10 ans pour voir s'il y a des vraies retombées économiques. Donc, on n'y est pas encore à savoir si MiCA, détruit l'innovation ou pas. Tout ce qu'on sait, c'est que MiCA actuellement, oui, permet de réglementer les cryptos et que oui, il y a Mm. un certain coût humain et administratif à mettre en place les choses et à les faire bien. Mais quand on voit, le potentiel que représente le marché de la crypto, et j'en vois plein venir avec leurs grands business plans financiers à 6 chiffres, quand on voit les potentiels qu'on peut avoir derrière si le projet est bon et si on trouve les bons investisseurs, Mm.
c'est, finalement quelque chose qui peut largement entrer dans certaines prévisions, en tout cas pour, les projets, certains projets, même petits. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un travail à faire avant pour voir si effectivement ça vaut le coup d'être régulé PSAN, si ça coûte pas trop cher pour l'entreprise et surtout, comment se faire accompagner, par qui? Est-ce qu'on peut profiter d'un autre prestataire? Ouais, Moi j'ai une grosse question aussi, c'est le rôle des banques parce qu'on critique les banques, on dit que justement elles sont rattachées aux cryptos de plus en plus, que ça centralise la crypto. Mais avoir oui. une banque, ça vous légitime aussi en fait. Donc, d'un autre côté, est-ce que les banques pourraient pas proposer justement des services pour, les plus petits prestataires? Comme, on aurait un service, d'abonnement, pour, un compte en banque et ben, un service, d'abonnement pour, des services crypto particuliers. Est-ce qu'on n'aurait pas aussi, est-ce qu'elles auraient pas les banques une carte à jouer là-dessus pour, ben, nous déjà, petits entrepreneurs permettre d'externaliser potentiellement Mmh. des besoins en crypto et pour les banques, ben, d'avoir un spectre, plus large de compétences et même se renouveler tout simplement parce que la finance de demain, ben, ce sera pas la Ah oui, finance d'hier, donc faut c'est qu'eux aussi clair. s'y mettent, quoi. Mais du coup, ce serait comme un PaaS plutôt as a service ou Ouais, bah, ce s voilà. ben, je sais pas Mmh, exactement, mais dans mmh, l'idée, il faudrait qu'il y ait, en plus enfin, il faut ce PSAN pour les personnes qui peuvent se le permettre, mais il mmh. faudrait aussi qu'on ait des établissements qui puissent permettre de, entre guillemets, «prendre un peu sous son aile» un projet qui démarre. Oui, En lui faisant bénéficier, de son casque pour réaliser certains services. Ça se fait mmh, déjà pour certaines choses, mais c'est oui. vrai que typiquement pour juste simplement, commencer un projet où on a besoin d'un PSAN et qu'on n'a pas forcément, heu ben, Toute la l'argent pour trésor, pour recruter le et faire, ouais. cetera, qu'on puisse Mmh, avoir, des solutions qui soient, ben, faites pour les TPE, PME et qui soient en tout cas accessibles. Et une des pistes, en tout cas à titre personnel, qui me paraît mmh, intéressante, c'est de revoir le rôle potentiellement de l'accompagnement des banques dans les projets pour qu'elles ouais. puissent, proposer certains, accompagnements au PSAN en vue de l'obtention du PSAN et pour pouvoir mener leurs activités. Mais ça, voilà, c'est encore autre chose, Autre c'est chose. juste une idée. Mais c'est intéressant parce que moi, ce qui me fait «peur» entre guillemets, c'est qu'on assiste à une mort lente de toutes les on va dire tous les petits acteurs qui se font, bouffer un peu par les gros en fait, qui ont les moyens, de pouvoir, justement se payer des Ouais. équipes de compliance, Bon, alors ça, heu, c'est alors on va pas se mentir, hein, on est des mmh, utopistes dans le Web3, mais ça, c'est un peu tous les domaines, en fait. Il y a des startups qui commencent à développer quelque chose et après, il y a une entreprise plus chère qui vient racheter. La startup, elle ouais, vend et finalement, c'est une grosse entreprise qui détient la technologie, le truc. c'est ça. C'est la manière dont fonctionne le capitalisme. Donc, Mmh, soit en tant que porteur de projet dans le Web3, entrepreneur dans le Web3, on se fait une raison avec ça, mmh. soit je sais pas où on va aller vivre sur une île. Non, clairement, l'idée, c'est que oui, effectivement, le fait de capitaliser fait que, notre société, par défaut, cherche à avoir plus gros ou à être plus gros et oui, Mmh. dans cette capitalisation, c'est soit vous mangez, le voisin, soit, le voisin vous C'est le mange. manger qui se mange. Mais, dans tous les cas, c'est un peu la suite naturelle de notre marché. Faut pas en avoir peur. Le jour où vous décrocherez le million parce que vous aurez vendu, ben, typiquement à IBM, ben, ce sera super. Donc Ouais, vous serez comme tous les autres entrepreneurs, vous ferez d'autres projets. Donc oui, forcément, il y aura toujours des gros acteurs qui vont manger les petits, mais il y aura aussi toujours beaucoup de petits acteurs qui vont se créer au fur et à mesure. Et justement, une des solutions, c'est d'aider ces petits acteurs en trouvant, mmh, ben, des moyens concrets de leur permettre d'agir face à la régulation, avec la régulation et puis de se faire aider par des prestataires de marché qui, eux, sont en place et qui les aident à mettre en place les différentes technologies. Et puis après, ben, en fur et à mesure qu'on se fait racheter, on crée toujours des plus belles choses, des choses qui ouais. potentiellement aident l'humanité, enfin je l'espère pour les projets Web3. Et puis du coup, c'est comme ça qu'on avance et après il y aura d'autres nouveaux domaines qui émergeront et pareil, il y aura Mergeron, toujours des pré voilà, c'est c'est le bah, cycle, c'est le cycle du business, du business. capitaliste, Mais donc oui. les inquiétudes, elles sont plutôt dans le sens de, l'innovation est beaucoup plus «simple» entre guillemets, et puis j'ai eu l'occasion de le voir souvent dans des plus petites structures. Donc Mmh, typiquement, en fait, bah, j'ai travaillé, chez EDF où en fait, quand on voulait créer de l'innovation, on créait des petits forks en fait, à côté, des petites ouais, entreprises à côté qui avaient pas toute le la paperasse et tout ça, mais qui étaient dans le giron
Mmh. d'EDF. C'est comme la filiale d'EDF qui s'appelle Exaion, qui d'ailleurs aujourd'hui propose en fait, Epsan d'ailleurs il propose de la custody. C'était de se dire bah vous êtes sous la coupe d'EDF, mais vous avez la latitude en fait d'innover à côté parce que vous êtes une plus petite structure et on se dit vous êtes plus agile en fait pour avancer plutôt qu'un gros paquebot. Il faut faire 15 réunions avant de déplacer Exactement, une vis. il y a de ça, il y a de ça et il y a Mm, aussi, en tout cas, l'autre partie, ce que les entreprises disent moins quand elles créent ce genre de petites structures, c'est mm. que justement en détachant la structure de la structure principale, on détache le risque et donc Oui, si ça coule et ben, c'est pas la totalité de la boîte qui coule. Donc c'est ça, effectivement, exactement. c'est quelque chose qui se C'est ça. fait, assez souvent et qui aide justement à gérer, on va dire, les différents risques et même Mm, sur des projets Web3, c'est déjà arrivé qu'il y ait des succursales en gros qui soient créées pour permettre de développer une partie gaming, une partie ouais. spéciale Mm, mm, stablecoin, mm, une mm. partie C'est spéciale vrai. ça, mais qui soit pas directement rattachée au projet de la blockchain. Pourquoi? Mm, Parce qu'on n'a pas envie que la blockchain ne fonctionne plus si jamais un des petits projets ne fonctionne plus. Et en fait, le exactement. but, c'est de faire ce petit projet, le tester, voire le tester parfois dans des autres hors Union européenne, par exemple. Il y a Mm, beaucoup de projets qui vont faire ce genre de petites structures à Dubaï, ou en tout cas qui allaient les faire à Dubaï. Maintenant, c'est réglementé, donc forcément, les gens trouvent ça moins à la mode. ouais. Mais à la base, à la base, il y a pas mal de petites structures qui se testaient, par exemple, au niveau du gaming à Dubaï, qui faisaient une petite Mm, entité, qui voyaient, vu que les régulations étaient plus souples, et cetera. Et à terme, elles ont rejoint la grosse la grosse. entreprise. Mm. Voilà, exactement. C'est comme on le voit aussi avec SG Forge. Donc Mmh, on a la forge à exactement. côté, mais en fait C'est ça. qui tend de plus en plus à se fondre avec la SG en fait, Ouais, c'est c'est-à-dire ça. la maison mère quoi. Ouais, c'est ça. En tout cas, on a parlé de beaucoup de choses. Il y avait une Ouais. question que j'ai en tête et que je voulais absolument en fait te poser et qui me taraude en fait, c'est Bitcoin par rapport à Mika. Parce que dans Mika, il y a beaucoup de choses. En fait, je me dis, mais est-ce que Bitcoin est soumis à Mika? Et puis, qui va répondre, en fait, de Bitcoin pour Mika, par exemple? Ben, c'est une bonne question et pour le moment, on n'a pas forcément, de réponse parce que, Bitcoin, c'est vraiment un projet qui est à part, Mm. qui a l'air de faire un consensus. Le projet, il est quand même, à mon sens, 100 décentralisé, sauf Oui, si les États commencent tous à constituer, des réserves de des Bitcoin. Dans ce réserves. cas, c'est un peu plus centralisé. Ouais. Mais dans l'idée, c'est relativement décentralisé et en théorie, on est dans limite de la pure DeFi donc cette décentralisation totale, devrait faire qu'en théorie, on n'est pas soumis à MiCA. Mais après, c'est vrai que plus je lis des articles dessus, plus je vois du pour, plus je vois du contre et c'est surtout politique parce que vu qu'on ne sait pas qui a créé Bitcoin, mais que ça sert quand même une bonne partie, du monde, eh ben, on n'est pas trop sûr de ce qu'on veut en faire non plus. Le Mm. protocole a l'air relativement sécurisé, ce qui permet aux États d'avoir un minimum confiance. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est un peu un ovni à part entière. Ouais. C'est un peu la même chose pour Ethereum, mais dans une autre mesure. C'était un peu un ovni au départ, dans le sens où on Mm. avait du mal à lui, appliquer potentiellement un régime. Alors à la différence, c'est que Bitcoin, vraiment, on n'a personne qu'on peut rattacher. Oui, c'est ça. Personne. Il y a personne. Donc personne, donc pas de responsabilité juridique parce que pas de possibilité de dire c'est la faute à quelqu'un, étant donné que tous les Mm. potentiels détenteurs de Bitcoin, du coup, ça peut être leur faute. Donc c'est vrai que là, on est Bah, sur quelque surtout que chose. les gens qui détiennent Bitcoin, en fait, final, c'est des détenteurs, même si certains, c'est des États ou des institutions. Mmh, C'est pas, en fait, eux qui ont, c'est ça, on peut pas leur affecter c'est ça, la paternité c'est de ça. Bitcoin en leur disant, bah, venez répondre, en fait, devant Et un puis juge, par surtout, exemple. Bitcoin, c'est pas, purement commercial comme projet, enfin de mon ressenti. Mm. Il y a pas un nouveau service Bitcoin qui sort tous les 2 jours. Non. Il y a pas un nouveau token, il y a pas énormément de choses hormis, des mises à jour que je ne comprends pas, donc qui sont sûrement très, très opérationnelles. Oui, Donc c'est pour souvent moi, c'est ça, vrai ouais. que ouais, donc pour moi, c'est vrai que c'est un peu une locomotive infinie qui fonctionne et Mm. qui est entretenue et qui fonctionne avec un peu l'effort de tout le monde, donc c'est dur de la soumettre à MiCA. Pour des projets comme Ethereum, on voit que, bah, l'approche peut être totalement différente dans la mesure où il y a la fondation qui peut être tenue pour responsable Ouais, potentiellement, dans la mesure où il y a beaucoup plus de projets un peu proactifs, un peu plus type commerciaux, ouais, qui se mettent en place. Donc typiquement, on n'est pas,
faudrait revérifier quoi pour, certaines situations, tout en sachant que, les gros mastodontes aussi, qui sont dans la crypto, c'est eux aussi qui drivent tous les autres projets. Donc on n'a aucun intérêt à, trop venir, leur dire quoi que ce soit. Surtout que la fondation, Ethereum, elle est en Suisse, donc elle est quand même sur, le territoire, du continent européen, donc Ouais, c'est quand même des acteurs proches. Donc pour le moment, c'est un peu politique, j'ai l'impression. c'est clair. Parce qu'en fait, je me suis dit: «Mais est-ce qu'on arriverait à une situation où on se dit: "Ah, quelque chose comme Bitcoin ou Ethereum ne sont pas MiCA compliance, donc on va les délister"?» En fait, là, tu tues tous les exchanges, en fait, d'un coup. Je pense clairement qu'on tuerait tous les exchanges et je pense, que les États sont pas bêtes et j'espère en tout cas en tant que citoyenne ayant élu un gouvernement, C'est clair. que nos gouvernements ont discuté avec bien évidemment, les grosses entreprises, en tout cas ou les gros crypto companies qu'on voit en Ouais, Europe et on fait des rulings tout simplement comme il y a dans de nombreux pays, c'est-à-dire qu'on s'est arrangé pour qu'ils restent là. Donc c'est clair. j'espère que dans une certaine mesure, c'est ce qui, est en phase d'arriver, qu'on protège déjà, ceux qui drivent le marché sur, le territoire de l'Union européenne, Ouais, qu'on régule petit à petit les acteurs de marché, sachant qu'on a quand même déjà régulé des gros, gros acteurs de marché. On a quand même régulé Binance, hein, faut le dire, qui ont ouais, décidé oui, de oui, s'installer oui, et cetera. Donc nos réglementations ont un impact, on le voit. Est-ce qu'elles freinent l'innovation? Pas forcément, parce qu'on a mmh, toujours des exchanges qui sont restés ici. On a toujours des nouveaux projets, qui veulent se faire. On a des banques qui sont de plus en plus réceptives à financer des projets parce que maintenant elles ont un cadre juridique clair et vu qu'une banque, ça réfléchit en risque et ben, ils voient le risque, ils voient la technologie et ils savent oui, s'ils peuvent y aller ou pas avec un ouais, logiciel, grosso modo. Donc, l'idée, c'est que là, il y a quand même un gros effort qui est fait. On mmh, rajoute à ça, des écoles et des formations dans la blockchain comme à l'IRA, mais il y a également d'autres écoles qui œuvrent ouais, là-dedans. Il y a eu beaucoup de budget qui a été mis pour l'État pour tout ce qui est, financement des nouvelles compétences numériques. mmh, Il y a beaucoup de choses qui sont mis en place et en fait, on voit bien que finalement la réglementation MICA qui, je le rappelle, est quand même largement inspirée de la réglementation française qu'on a mis en place en oui, tout à fait, 2019. ouais. Voilà, on voit bien entre ce qu'on a fait en 2019 en France et ce qu'on a maintenant avec MICA et le recul qu'on commence à avoir en France, qui est quand même un Mmh, recul de quelques années maintenant, on voit qu'on n'a pas tué l'innovation dans la c'est crypto. vrai, même Il y a si tout le toujours monde, des avait avocats peur dans de la ça, ouais. crypto. Voilà, il y a toujours des avocats dans la crypto, il y a toujours des gens qui entreprennent dans la crypto. On a des Mmh, supers incubateurs comme Cube3 qui sont à tu Angers. crois, ouais. Heu, Mmh, en fait, on se rend compte qu'on a, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes différentes qui mmh, s'intéressent et qui vont à la crypto. Alors oui, si on lit les médias, les gens ont vendu leurs cryptos récemment, ils se désintéressent. Bah oui, mais en même temps, on avait des bons prix, donc on va pas se faire avoir 2 fois. Non, dans l'idée, vous voyez, faut se mettre à la ouais, place, d'un citoyen moyen qui a vu le bitcoin augmenter, qui a tout perdu la dernière fois, puis bah, qui se dit: oui, «Juste, je vais quelqu'un qui récupérer qui quoi avant que effectivement, parce que je suis effectivement. pas assez bon pour faire, gestionnaire de patrimoine tout seul». Donc dans l'idée, non, il y a simplement des cycles, qui sont en place et puis là, pour le moment, on est sur un cycle quand même relativement florissant avec la fin du bear market et le début, on va dire, d'un printemps, même si, je Oui, c'est j'oserais pas ça. dire que c'est un bull run encore. C'est un printemps pour le moment avec beaucoup d'influence géopolitique sur la valeur des Sur la tokens. valeur, ouais, c'est Voilà, et mais beaucoup dans l'idée, voilà. d'incertitudes quand même, hein, parce qu'il y a ouais. Ben, beaucoup d'incertitudes, oui et non. Il y a quelque chose qu'on m'a appris en master, 2 du coup, de droit pendant que je faisais des cours d'action extérieure de l'Union européenne. On appelle ça Ouais, donc en gros, c'est, quand on fait de la diplomatie au niveau de l'Union européenne et on devait faire des simulations de négociation et nos professeurs nous ont dit qu'on avait, une manière d'aborder la négociation qui était très mmh. propre à notre génération, c'est-à-dire qui était très, tac, 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 quoi. On discutait pas, en fait. Il faut savoir que c'est le reflet de notre géopolitique internationale. Elle est Ouais, globalement agressive. oui, Donc c'est vrai que au milieu de toute cette agressivité, effectivement, on peut, avoir un peu une FOMO, mais faut pas parce que les intérêts qui nous lient, c'est des intérêts tous économiques. Il y a économique, tout clairement à que fait. ça et Mmh, le numérique, c'est bien le seul truc qui, ne peut pas avoir de frontières. Donc on mmh. sera obligé de trouver des compromis à un moment donné ou à un autre ou si on n'en trouve pas, c'est vraiment qu'on se sera fait, cyberattaquer, des États entiers, Entier, ouais. qu'on sera colonisés par l'ordi. Enfin bref, ça c'est des scénarios, qui sont énormes.
Mm. Mais voilà, dans l'idée, nous, on a déjà un bon écosystème. Là, la prochaine étape pour l'écosystème Web3, parce qu'il y a eu Maïka, c'est très bien, on est ravis. Mais la phase d'après, c'est la cybersécurité, parce qu'il y a Oui, beaucoup de projets qui se montent, qui sont bien, qui ont vraiment du potentiel, et cetera. Mais justement, vu que c'est des projets qui ont du potentiel, vu qu'on a de plus en plus de gens qui font des très, très bons projets, il y a de plus en plus de projets qui se font attaquer aussi, parce qu'ils fonctionnent, parce qu'il y a des gens qui oui. consomment les données, parce que Mm. voilà, il y a du trafic, il y a des gens que ça intéresse, et cetera. Et la prochaine étape, voilà, ça va être la Ah, cybersécurité cyber, ouais. et surtout en DeFi comme on en a parlé parce que faut cybersécuriser ce qui fonctionne tout seul avant que ça se propage potentiellement à une très grande échelle. Et un point que je voulais aborder avec toi, c'est le panel en fait de réglementation, que ce soit dans la cybersécurité ou comme Mika par exemple qui n'a rien à voir avec ça, qu'une entreprise dans le Web 3 doit respecter. Les gros en tout cas, parce qu'effectivement la liste peut être très Le longue. gros Pour le gros du gros, alors, on va commencer donc comme on disait sur, la cybersécurité et la sécurité des Ouais, données. Alors sur la cybersécurité, on a effectivement la réglementation, DORA, donc sur, oui, la résilience opérationnelle, donc c'est pour les prestataires, plutôt fintech, donc tout ce qui est, finance numérique. oui, Donc ça va toucher beaucoup les DeFi et projets security. À côté de ça, on va avoir, la réglementation NIS, donc NIS 2 actuellement, parce que ça a oui, été, du coup mis à jour. Avant, on avait le cadre, NIS qui était, le cadre, de la cybersécurité en Europe qui visait majoritairement à réguler des gros acteurs dans des domaines et des secteurs d'activité qui étaient très précis, et un peu sensibles. Donc on a fait évoluer un petit peu les secteurs d'activité, mais surtout on a élargi, le champ d'application pour que ça touche aussi les TPE-PME. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en ok, Europe, 99 des entreprises, c'est des TPE-PME et que donc oui, c'est elles qu'on doit sécuriser en priorité maintenant qu'on a mm, les grosses entreprises qui sont, majoritairement sécurisées. Donc ça. Ensuite, au niveau de, la sécurité des données, on a notamment le fameux RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données personnelles, mais on a également d'autres, potentielles réglementations qui peuvent s'appliquer au niveau de la confidentialité des échanges. Donc là, on a des textes, différents textes européens, donc qui sont relativement techniques, donc voilà, juste pour que qu'on sache que ça existe. Ensuite, on a bien évidemment, MICA, mm, qui fait des renvois du coup à la directive sur, la monnaie électronique de 2009, pour tout ce qui touche, aux stablecoins, e-money token. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des renvois qui sont faits également, au cadre de MiFID dans le cas oui, des security, tokens. Il faut savoir que quand on a un security token, on n'est pas soumis à MiCA, même si mm, on et alors attention, subtilité, lorsqu'on a un jeton hybride qui est à la fois un security token et à la fois un utility parce qu'il permet d'accéder, par exemple, à un bien ou un service, mais qui peut également, être perçu comme un investissement, on va dire, un pour faire investissement, ok, simple. Voilà, on pourra avoir, une double qualification, donc on dira qu'il sera, utility et security. Mais par contre, c'est toujours, les réglementations sur le security token qui vont s'appliquer et toutes ces réglementations financières, c'est les réglementations du cadre qu'on appelle MiFID en MiFID, Europe. ouais, Donc c'est tout ce qui touche, aux droits financiers et bancaires, on va dire, de la machine européenne. Et d'ailleurs, il faut savoir que ces directives MiFID, elles sont, souvent mises à jour surtout et elles sont reportées, dans le code monétaire et financier. C'est-à-dire qu'en France, notre, droit bancaire et financier est très, très largement inspiré de MiFID. C'est une directive, d'accord, donc on a eu la chance de pouvoir, faire en fonction des spécificités de nos produits financiers, de notre État et cetera. Mais voilà, il faut savoir que c'est quand même quelque chose qui découle de très, très haut et même au-dessus de MiFID, il y a même des travaux internationaux menés par exemple par, le comité de Bâle, bancaire de d'accord. Bâle sur, voilà, ce qu'il faut faire au niveau du OK, droit donc bancaire et ça, c'est financier. c'est c'est plutôt international, c'est pas que européen, quoi, c'est, C'est ça, c'est ça. OK, à l'échelle Après, mondiale donc presque. voilà, après il y a tout ce qui touche à la lutte contre, le blanchiment d'argent et le financement du Ouais, terrorisme. Donc là, il y a de nombreuses, différentes, obligations en plus à respecter, en plus du droit bancaire et financier. Parce qu'en fait, le mmh, droit bancaire et financier va vous permettre de pouvoir exercer votre activité, voire de pouvoir, avoir les autorisations pour le faire et cetera, suivant quel type d'établissement vous êtes. Et ensuite, il y a mince, j'ai oublié ce que je disais. La deuxième, c'était quoi?
La deuxième, c'était ah oui, tout ce qui est touché, aux lois sur, le blanchiment d'argent et les D'argent, financements du oui, terrorisme. c'est ça. Donc cette partie-là, des lois, ça va plutôt être: est-ce qu'on identifie, la personne qui a envoyé l'argent, la personne qui reçoit l'argent, d'où vient l'argent et cetera. Donc c'est de D'accord, donc l'analyse Travel transactionnelle Rule, par pour contrôler. exemple, en fait, fait partie le Travel Rules? La travel rule, elle fait Mmh, partie à la fois, elle fait la travel rule, elle fait partie de MICA dans ce sens où, mmh, potentiellement que l'agrément PSAN peut faire l'objet d'une exportation dans différents États membres, si mmh, c'est, ce à quoi tu faisais référence et ensuite oui, on a également, la même chose au niveau du droit financier, puisqu'il faut savoir que le droit financier et le droit des tokens, on va dire, oui. c'est relativement pareil. Vu qu'on analyse des transactions, on a quand même des similitudes au niveau de, comment c'est régulé, en tout cas quand c'est fongible. Oh, c'est tangible. Quand c'est fongible et après, Ouais, bah, après c'est une composition de différentes choses, en fonction du secteur d'activité dans lequel on travaille, en fonction, vraiment de l'activité qu'on mène en tant que telle, des limites de notre activité, voilà. Il y a donc ça peut plein de être, choses après qui peuvent relativement potentiellement se compliqué. rajouter. Voilà. Hem, une dernière question qui est plus en rapport avec, mon activité actuelle, c'est tout ce Ouais, qui est prestataire de services, pour les paiements. Donc les paiements en ouais. crypto, bah, qui commencent à se démocratiser de plus en plus. Donc aujourd'hui, il y a des entreprises, qui vont permettre, bah, de simplifier le paiement en crypto. Est-ce qu'elles, elles tombent dans le sous MiCA ou elles vont tomber en fait, sur une réglementation qui régit déjà les PSP, de façon générale? Alors moi, j'ai pas, eu Mmh, beaucoup, l'occasion de travailler avec, des PSP dans la mesure où je mmh, travaille surtout avec des projets qui passent par des prestataires qui sont déjà assez bien établis. C'est oui. plutôt pour cette raison. Donc j'avoue que j'ai pas la réponse, La réponse. forcément en tête comme ça dans la mesure où j'ai pas travaillé sur le sujet encore et que je OK. préfère pas m'avancer sur des choses où je suis globalement pas sûre, mais peut-être pour une prochaine, je viendrai avec une réponse. OK, ça marche. Bah, en tout cas, ça sera l'occasion de se Mais, reparler dans la alors. mesure en tout cas dans la mesure où, on réalise, un service sur cryptoactifs, il faut de toute Mmh, façon à minima avoir, le PSAN, donc le CASP bien et sûr. après s'il ne suffit pas, en général, on s'oriente plutôt vers une, licence bancaire. OK, ouais, Donc une j'imagine que vraie dans ce licence cas-là, financière c'est bancaire, pour le coup, vraiment high level. high level, ouais, c'est la C'est pour ça double que je peine, disais que les banques ont un gros rôle, à jouer parce qu'en gros dans le on va dire qu'on a différents notre système est fait avec différentes autorisations pour faire différentes activités financières et les mmh, banques, c'est vraiment celles qui ont, le droit à la fois de conserver les fonds, mais aussi de faire des investissements. Après on a des établissements de crédit qui vont pouvoir faire que des investissements. Après on a ouais, différents types, hein, les fonds d'investissement et cetera, mais bref, que de oui. l'investissement. Et puis après, ben, il y a le CASP qui permet de faire, des trucs très précis, donc potentiellement de l'investissement, mais que limité aux cryptoactifs. Aux cryptoactifs, ouais. Donc Voilà et après on a effectivement, plusieurs autorisations financières qui délimitent plusieurs, secteurs où on peut potentiellement avoir, une activité. Mais oui, la mmh, masterclass de toutes les licences, c'est la licence bancaire la licence et c'est pour bancaire, ça ouais. que la licence bancaire, on en attend beaucoup, de leur intervention, pour le futur. C'est Parce que clair. c'est eux qui Ils ont vont un rôle à pouvoir en jouer fait clairement. bah, ils ont déjà leur rôle à jouer parce qu'ils ont déjà l'habitude de beaucoup de procédures. Ils ont les fonds pour, réussir à faire les procédures et surtout, ils peuvent les proposer à des tarifs attractifs potentiellement pour, les plus petits porteurs de projets, au moins le temps qu'eux internalisent la chose. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est eux qui sont les mieux placés pour pouvoir en tout cas, aider, en tout ce qui touche, à la conservation des fonds notamment, qui est quand même une question assez, voilà, assez compliquée, tu peux en Compliqué. témoigner je pense. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Bon, en tout cas, Camille, merci beaucoup pour ton temps. Bah, merci Avant à toi pour ton invitation. de avant de conclure, où est-ce qu'on peut suivre ton travail? Où est-ce qu'on peut en savoir plus, sur Logic, Design? Alors, pour mon travail, bah, vous pouvez me suivre sur LinkedIn, donc mon LinkedIn perso, Camille Dalponte, Mmh. sinon le LinkedIn de l'entreprise, donc j'ai mis Logic Design en dessous Ouais, pour qu'on puisse la retrouver facilement parce que Logic, je l'ai écrit, avec un jeu de ouais, mots imparable. Vous très pouvez aussi me intéressant. retrouver ouais, vous pouvez tout retrouver sur mon site internet aussi, www.logic-design, .com et bien sûr, vous pouvez me retrouver aussi, ben, chez Alira, par exemple, pour les cours, tout ce qui touche, Web3 et IA. Vous pouvez me Ouais. retrouver
retrouver chez Incyber, le média du FIC, parce que j'écris des articles là-bas, donc voilà, je fais plein de Ah choses, donc oui, le vous tomberez sur spécifique. moi forcément à un moment donné. OK, ça marche. En tout cas, merci beaucoup Camille Bah, et merci à toi. bah, à la prochaine, je pense qu'on refera une 2e interview parce qu'il y a tellement de choses à dire, Ouais, il y là-dessus, a donc tellement à 1 heure, c'est débriefer pas que suffisant. Voilà, c'est ça. Voilà, bah, en tout cas, merci beaucoup et à bientôt. merci, à bientôt.